Bonjour à messieurs, dames et bienvenue au journal, édition de la mi-journée sur Canal FM. Lancement hier de la deuxième édition de l'Archibart, une occasion pour les acteurs des BTP au Togo de s'échanger les bonnes pratiques dans le secteur. Tombée de rideau hier sur les travaux d'élaboration des budgets programmes des institutions de l'État. La cérémonie a été présidée par le ministre Kossi Asimaïtou. Les ressources en eau face au changement climatique, c'est le thème au centre d'une formation tenue hier à Lomé à l'endroit des journalistes, une initiative de l'Alliance des médias pour l'eau et l'assainissement. Hors de nos frontières, le tribunal militaire a condamné hier à Abidjan l'ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Et au Burundi, Pierre Claver Mbonimpa est autorisé à sortir du territoire pour se faire soigner. L'actualité sportive, ce sera avec James Kounake après la pause et en fin d'édition, vous suivrez Alphonse Kane en entretien avec Kodjo Maoko Alipoué. Ils vont ensemble nous parler de Kodjo, bien sûr. Kodjo Maoko Alipoué au micro d'Alphonse Kane va nous parler de l'action 2015. De quoi s'agira-t-il? Nous le saurons à la fin de cette édition. Et voilà donc tout pour le sommaire. Bienvenue et bonne réception à toutes. Je suis en studio avec Pascal Losso et Bogakudo Venceslas et donc à la mise en onde. Le journal, édition complète. Patricia Adisekou. Encore une fois, bonjour. Infrastructure routière de qualité, gage d'une croissance économique. C'est le thème retenu pour la deuxième édition du Salon international des professionnels du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics Archibat Togo. Cette manifestation annuelle au Togo rassemble les acteurs de travaux publics. Elle a pour objectif de mettre en exergue l'importance des infrastructures routières dans le développement d'un pays, de sensibiliser la population au bon usage des infrastructures routières et des bâtiments publics et également de renforcer les liens entre les fournisseurs de matériaux et les entreprises de construction. Cette rencontre va durer 4 jours et va essentiellement permettre aux acteurs du secteur des BTP du Togo et d'ailleurs de se partager les bonnes pratiques dans leur secteur en vue de doter le Togo d'une infrastructure de qualité répondant aux normes en vigueur au sein de l'espace UEMOA. La cérémonie officielle de lancement de l'Archibat s'est donc déroulée hier sur l'esplanade du Palais des Congrès à Lomé. Roger Azonjani, promoteur du salon Archibat. Archibat Togo est à sa deuxième édition et c'est le salon international des professionnels du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics. Et le thème de cette année c'est infrastructure routière de qualité, gage d'une croissance économique. Comme son nom l'indique, c'est un salon qui ambitionne réunir les entreprises spécialisées en matière de BTP d'ici et d'ailleurs. Donc cette année, nous avons beaucoup d'entreprises qui seront là. Il y a des entreprises qui sont dans l'énergie solaire, des entreprises qui sont dans les matériaux de construction, les entreprises qui sont dans les travaux publics. Nous aurons des conférences débats, des ateliers d'animation sur le site où les étudiants des différentes écoles qui sont là vont faire des travaux pratiques devant le public pour que le public comprenne quand même qu'au Togo également, nous pouvons réaliser des infrastructures routières de qualité à travers nos matériaux locaux. Donc cette année, nous allons faire la promotion de l'utilisation des matériaux locaux dans la construction, dans la réalisation même des ouvrages, des bâtiments et autres qui peuvent servir pour développer notre pays. Donc les matériaux locaux seront une manière cette année promue pour que les citoyens sachent qu'à moins de frais, on peut aussi construire sa maison, sachent que le Togo également est un pays où des infrastructures routières de qualité existent et ces infrastructures routières de qualité sont réalisées par des entreprises de chez nous qui également réussissent à exporter leur savoir-faire au-delà de nos frontières. Nous avons choisi le thème là pour faire montrer au public que le Togo peut faire des infrastructures routières de qualité à travers les entreprises qui existent et qui respectent les normes en vigueur au sein de l'espace UEMOA. Les travaux d'élaboration des budgets programmes des institutions de l'État ont pris fin hier à Lomé. La rencontre a été présidée par le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances et de la planification du développement. Selon les directives de l'UEMOA, le budget de chaque État membre devra se présenter sous la forme de budget programme à partir du 1er janvier 2017. Le Togo devra aussi se conformer à cette nouvelle disposition, raison pour laquelle des sessions de formation
formations ont été initiées à l'intention des cadres des ministères et des institutions de la République pour les familiariser à l'élaboration d'un budget programme. La fin des travaux a été marquée par une cérémonie de remise des attestations de participation. Kossi Asimaïdou, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Le budget programme est un document qui indique comment les moyens sollicités seront utilisés pour atteindre les résultats fixés en rapprochant les dépenses budgétaires des dits résultats obtenus. Il est constitué d'un ensemble de programmes déclinés en actions, en activités et en tâches. La démarche du budget programme permettra de mesurer les résultats de chaque ministère et institution de l'État avec les indicateurs y associés dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. Les institutions de l'État et tous les ministères actuels disposent désormais de leur budget programme qui seront consolidés en un seul budget programme appelé budget programme de l'État. Cette session de formation a été rendue possible grâce à l'expertise du cabinet consultant ICDI. Michel Filion, consultant à l'ICDI, au micro de la radio Mère. Ce qu'on a découvert ici, c'est des fonctionnaires qui sont engagés, qui avaient la volonté d'améliorer les processus publics et la réforme est en bonne voie. Et qu'est-ce que c'est que cette réforme? C'est d'ajuster les budgets de telle sorte que plutôt que de réfléchir en termes de salaire, on se met à réfléchir en termes de services publics. Est-ce que nous avons suffisamment de commissariats? Est-ce qu'il y a suffisamment d'agents aux douanes? Est-ce qu'on dessert correctement les citoyens et les citoyennes quand ils vont à l'hôpital pour avoir un service? L'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire au but tient ce samedi la Convention nationale de sa jeunesse solidaire. C'est à l'occasion de la célébration du 7e anniversaire de sa création. Plusieurs autres activités sont inscrites dans le cadre de cette célébration, notamment une prière musulmane demain vendredi à la grande mosquée de Zongo, le dimanche une messe d'action de grâce à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé, un culte protestant au temple presbytérien à Pégamé et la finale du gala de football au terrain d'Adakpamé. Mediacop 21, le projet initié par l'Alliance des médias pour l'eau et l'assainissement AMEA dans le cadre de la conférence des parties sur le changement climatique est entré dans sa phase exécutoire. Un atelier de formation au profit des journalistes a eu lieu hier au siège de la délégation de l'Union européenne à Lomé autour du thème « Les ressources en eau face au changement climatique ». L'objectif de l'atelier est d'informer les participants sur la situation actuelle des changements climatiques, faire connaître les actions de la diplomatie européenne pour le climat et sensibiliser les participants sur le rôle de la présidence française pour un accord sur le climat lors de la COP 21 qui va se dérouler du 31 novembre au 10 décembre 2015 à Paris. 2 autres sessions de formation et un concours sont prévus dans les semaines à venir. François Komi-Aminignon, président de AMEA. Depuis un bon moment, on a constaté que quand il s'agit des questions de changement climatique, on voit peu le journaliste togolais. Même quand il s'agit des rencontres comme la COP, les journalistes togolais sont souvent absents. Donc on a voulu que cette année, lors de la COP 21, que le journaliste togolais soit plus présent sur ces questions. Et maintenant, être présent sur ces questions, c'est l'outiller à comprendre d'abord la thématique des changements climatiques et aussi lui expliquer les enjeux de cette conférence de Paris qui s'annonce pour décembre prochain. Donc voilà, on vient de démarrer l'atelier qui va consister à outiller les journalistes sur les questions du changement climatique. On en a 3 au total. Vers la fin du mois, on aura encore un 2e atelier. Et au 3e atelier, on va lancer un concours à l'endroit des journalistes confrères, que ce soit de la presse écrite ou bien de la presse en ligne, et même de la radio, de la télévision. Et on aura à donner beaucoup de prix, dont une prise en charge pour le premier lauréat qui doit aller à Paris pour suivre la conférence et nous relayer l'information au jour le jour, telles que les choses se passeront. Et pourquoi la COP 21 et qu'est-ce qu'on peut espérer de cette rencontre? Guillaume Quélin, il est chargé de mission coopération technique, environnement, gouvernance à l'ambassade de France au Togo.
L'objectif de la COP21 est d'arriver à une nouvelle alliance de Paris pour le climat avec deux objectifs. Premièrement, essayer de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Et le deuxième objectif, c'est d'essayer d'adapter nos sociétés au changement climatique. Pour cela, nous travaillons sur 4 piliers. Tout d'abord, un accord universel et juridiquement contraignant, un volet financement pour pouvoir appuyer les décisions qui seront prises à la COP de Paris, les contributions nationales qui permettent à chaque État, dans le respect de sa souveraineté, de déterminer son engagement pour le climat. Et enfin une partie sur la société civile, parce qu'il est important d'inclure et de mettre en valeur la société civile qui joue un rôle important contre le changement climatique. Alors il y a des indicateurs qui sont favorables. On sent par exemple un engouement nouveau au niveau de la société civile, au niveau du sommet du G7, de la Chine, des États-Unis. Donc il y a des différences par rapport à Copenhague, qu'on cite souvent en exemple. Après, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Donc il y a d'autres indicateurs qui sont un petit peu moins bons, mais tout laisse espérer un accord pour Paris en décembre. La 8e édition du Festival national de musique et danse traditionnelle thème a été lancée hier à Lomé. Le Festépi 2015 va se dérouler du 11 au 30 décembre à Sokodé. Cette édition 2015 a été lancée à travers une soirée d'échange avec les responsables de sociétés, les promoteurs culturels et les hommes de médias. Une rencontre dénommée Soirée de promotion Festépi. Le but de cette rencontre est de faire connaître le festival aux acteurs socio-économiques et solliciter leur soutien et accompagnement afin de promouvoir la culture togolaise dans toute sa diversité et partant préserver la culture thème. L'occasion, l'association donc Togo Culture Plus entend faire de la région du festival un pôle d'attraction touristique et contribuer au processus de développement durable à travers la culture. Festival 2015 sous le signe de la révalorisation du costume traditionnel thème, c'est le thème de cette 8e édition du Festépi. Répertorier tous les genres musicaux, thème en voie de disparition, favoriser la sauvegarde et la conservation des valeurs culturelles, accompagner les artistes dans la professionnalisation au rythme et au rythme Kétekbe sont entre autres les objectifs du festival. Il est devenu aujourd'hui un événement culturel attractif. Bodé Tchapkara, coordonnateur national du Festépi. Nous sommes à 4 mois du festival qui aura lieu en décembre. Nous avons organisé cette soirée, dite soirée de promotion. C'est à l'endroit de tous les acteurs du développement, surtout culturel du Togo. Nous voudrons parler là des chefs d'entreprise, des responsables des institutions qui ont la charge du développement au Togo, de s'intéresser à ce que nous sommes en train de faire, surtout en termes de sponsoring. En termes de sponsoring qui est une activité gagnant-gagnant. Autrement dit, le festival pendant 3 jours rassemble des dizaines de milliers de participants et ce serait un gâchis si les acteurs économiques, les chefs d'entreprise, quel que soit leur domaine d'activité, n'utilisent pas cette opportunité pour essayer de faire la promotion de leurs activités. Et c'est en cela qu'aujourd'hui nous avons voulu discuter directement et plutôt avec eux pour voir la faisabilité de notre collaboration pour qu'eux aussi dans l'organisation du Festépi ils trouvent leur part en même temps que nous aussi nous puissions bénéficier de leur accompagnement, de leur soutien financier en termes de sponsoring. Le but du Festépi c'est la promotion des valeurs culturelles, des rites, des danses, de la musique culturelle togolaise. Et nous avons initié ce projet pour faire de la culture un levier du développement. Vous savez, actuellement dans certains pays, lorsqu'on voit la part que joue la culture dans les revenus, eh bien c'est substantiel. Mais ici, nous n'avons pas su véritablement utiliser l'aspect culturel pour promouvoir le développement de ce pays. C'est pourquoi nous avons initié ce festival. Quelle est alors la valeur ajoutée pour cette 8e édition? Nous restons toujours avec Bodé Tchapkara. Pour la 8e édition, vous savez, pour chaque édition, nous ajoutons une activité ou bien un trait, mais qui va la différer de la précédente. Pour celle-ci, nous mettons devant le vestimentaire. On voit déjà ce que je porte, ce n'est qu'une esquisse, mais il y a beaucoup d'autres choses. Par l'artisanat traditionnel, eh bien, il y a beaucoup d'autres vêtements que nous pouvons mettre dans notre vie de tous les jours. Mais pour aller au service partout, mettre sur nous, et puis, eh bien, ça fait développer le pays. Donc cette année, je le répète, c'est le vestimentaire qui sera au
centre du FESTP 8e édition à Sokodé. À part le festival lui-même, nous disons de danse, de musique qui au centre a le rythme qui est un rythme populaire. En même temps, c'est une exhibition de la variété de toute cette richesse du terroir. Après, il y a le football. Chaque année, il y a une délégation de jeunes Allemands qui viennent dans un tournoi de l'amitié germano-togolaise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un pont qui est tissé entre notre jeunesse, la jeunesse togolaise et celle allemande. Et chaque année, cette jeunesse est présente aux côtés de nos amis. La musique, l'information, c'est sur Canal FM et pour toujours. La page étrangère de cette édition avec vous, Pascal Losso. Sur le continent, en Côte d'Ivoire, après plusieurs reports, le tribunal militaire d'Abidjan a condamné ce mardi le commandant Hassen Seka Yapo, l'ancien chef de la sécurité rapprochée de l'ex-première dame Simone Gbagbo, à 20 ans de prison pour assassinat. Ce dernier était jugé avec 7 autres officiers de l'ex-président Laurent Gbagbo pour des exactions commises durant la crise post-électorale de 2010-2011. Même s'il a été acquitté pour des faits de détournement de deniers publics et de matériel militaire, c'est son accusation pour homicide volontaire et coups et blessures qui lui ont valu cette peine. Seka Yapo Alsen a été reconnu coupable d'avoir tué par balle le chauffeur de l'ex-ministre des Droits de l'Homme, Joël Nguessan, lors de la crise post-électorale de 2011. Au Burundi, les autorités viennent d'autoriser Pierre Claver Mbonimpa à sortir du territoire pour se faire soigner à l'étranger. Le procureur a annoncé mercredi une autorisation exceptionnelle de sortir du territoire pour raison de santé. Une bonne nouvelle pour son avocat, maître Fabien Segatois, qui insiste désormais sur l'urgence de la situation. Pierre Claver Mbonimpa, le militant des droits de l'homme, a été victime d'une tentative d'assassinat lundi soir. Il a reçu 2 balles au cou et au visage, mais il était sous le coup d'une interdiction de voyage depuis son arrestation l'an dernier pour atteinte à la sûreté de l'État. Puis, en Afrique du Sud, Julius Malema est tiré d'affaire pour le moment. Le leader du parti de gauche radical devait être jugé pour corruption, blanchiment d'argent, fraude et racket dans une affaire datant de 2009. Sauf que son procès a été de nombreuses fois repoussé depuis 2012. Une fois de plus, mardi dernier, les audiences n'ont pas pu débuter en l'absence, d'un des co-accusés malade à l'hôpital. Un énième à leur délai n'était pas acceptable selon le juge qui a décidé de lever les poursuites qui pèsent sur Julius Malema. Merci à vous Pascal Losso, fidèle auditeur auditrice de Canal FM. Nous sommes toujours ensemble, une courte pause et nous vous retrouvons. Être élégant, classe ou plutôt VIP, optez pour l'univers haut de gamme de Canal Boutique. Le haut de gamme de Canal Boutique, c'est des costumes en tissu de qualité supérieure, des chemises, cravates, des pantalons super 160, des ceintures et tout accessoire pour habillement homme. Visitez dès maintenant le haut de gamme de Canal Boutique sur le boulevard du 13 janvier face Sunset Bar, à côté de l'ancienne direction Lunato. Téléphone 23 20 68 03 90 77 97 07. Le haut de gamme de Canal Boutique, c'est le meilleur cadre pour vous faire beau. Les sports. Et nous retrouvons à présent James Kounaki. La Fédération internationale de Maracana Association a vu le jour mercredi au cours des travaux de l'Assemblée générale constitutive tenue à Lomé. À l'issue donc de ces travaux, un comité exécutif dirigé par l'Ivoirien Bleu Charlemagne a été mis en place pour un mandat de 10 ans. Le nouveau président s'est exprimé au micro de Canal FM. Vous comprenez que ce n'est pas nous qui venons d'arriver, qui nous donnons un objectif, donc d'être olympialisés dans 10 ans, qui avons un problème de pression par rapport au temps. Il y en a même à l'intérieur du comité exécutif qui estime que 10 ans c'est petit, mais on ne va pas à pas. Naturellement, on ne veut pas dormir, c'est pour ça qu'on se met cette pression. On a le temps d'évaluer, on s'est donné le temps de nous évaluer chaque année par rapport aux progrès qui seront faits, et puis réorienter les choses. Donc c'est une association d'hommes responsables qui savent où ils vont. Faites-nous confiance. Je pense qu'on ne fera pas comme ailleurs où on vient pour s'éterniser alors que les choses ne marchent pas. Voilà. Nous serons, les premiers à partir si on estime que
nous sommes incapables de développer de façon idoine et diligente notre discipline passion. Voilà, faites-nous confiance. Le deuxième élément que vous demandez, nous avons été clairs tout à l'heure. Notre priorité, c'est le développement par la formation et les infrastructures. C'est la priorité. Il faut former les gens. Aujourd'hui, on a un problème de règlement. Il y en a qui sont venus à la Coupe d'Afrique, qui arrivent pour la première fois comme les équipes nationales du Mali. Donc certains éléments tous qui sont des talentueux footballeurs, mais qui ne connaissent pas encore les règles du Maracana. Cette assemblée générale constitutive s'est déroulée en marge de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, compétition que le Togo abrite vendredi et samedi. Le président du comité d'organisation, Étienne Bafaye, revient ici sur l'organisation technique du tournoi. Cette année, nous avons 6 pays participants. Vous avez le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Mali et le Togo, notre pays. Et bien sûr, les compétitions vont se dérouler dans les 2 catégories, les seniors de 35 à 45 ans et puis les vétérans de 45 et plus. Nous avons adopté pour cette année le système de championnat. Donc toutes les équipes rencontreront toutes les équipes et ensuite nous aurons les demi-finales avec les 4 premières de chaque catégorie et bien sûr les finales après. Voilà le système que nous avons adopté pour cette CAN 2015. 6 pays prennent part à la compétition dont le coup d'envoi sera lancé ce vendredi après-midi sur le terrain de handball. Une formation sur les lois et les règlements de compétition s'est déroulée ce matin à l'endroit des journalistes sportifs. Coupe du district numéro 3 à Difakota, deuxième journée dimanche dans l'après-midi. Union sportive d'Enfants joue contre l'association sportive des professionnels de l'automobile au Togo à partir de 13h45. 15h30, Espérance FC de Difakota joue contre Espoir FC de Bekota. Et puis handball, troisième journée de la deuxième phase du championnat Lomé. Golf dimanche à Lomé. Chez les dames, Olympique de Vaud joue contre Elite à partir de 13h45. 16h, l'entente de se mesure à Millennium. Chez les messieurs, à 17h15, Elite affronte l'entente depuis à 18h30. Liberté joue contre Cuirias. À présent, voici l'invité du journal. Kodjo Maoko Alipoué répond aux questions d'Alphonse Kin. Kodjo Maoko Alipoué, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association ASV Arbre, Source de Vie Togo, une association membre de la coalition Action 2015. Rappelez-nous d'abord en bref ce que c'est que Action 2015 et que faites-vous précisément? Action 2015 est un mouvement mondial qui est dans plus de 145 pays au monde. Au Togo, le mouvement est piloté par l'association Jeunes Verts Togo. Nous avons fait notre conférence de presse en janvier passé pour lancer les activités principales de l'Action 2015. Et de janvier à juillet passé, nous avons fait pas mal d'activités. Maintenant, Action 2015 Togo intervient dans la lutte contre la pauvreté ou contre l'extrême pauvreté. Nous intervenons aussi dans les domaines du changement climatique. Nous intervenons aussi pour la lutte contre l'évasion fiscale. Et vous saisissez l'occasion de la 3e conférence sur le financement du développement qui a eu lieu en Addis Abeba la dernière fois pour rappeler la nécessité pour les dirigeants du monde de mettre en œuvre le programme d'action du FFD3 d'Addis Abeba, dites-vous. Du 13 au 16 juillet passé, les gouvernements du monde entier se sont retrouvés à Addis Abeba en Éthiopie précisément pour réfléchir sur le financement pour le développement international. Notre mouvement Action 2015 a activement participé à cette conférence et nous exhortons les gouvernants non pas uniquement à aller participer à la conférence ni à aller prendre des décisions, mais au sortir de cette conférence, donc à faire une mise en œuvre des recommandations qui ont été assorties de cette conférence. Donc pour Action 2015 principalement, nous avons été comme acteur principal à inciter les gouvernants à mettre en pratique toutes les décisions qui ont été prises au niveau de la conférence d'Addis Abeba pour le développement du financement. Donc nous exigeons la mise en œuvre du programme d'action de la 3e conférence pour le développement à Addis Abeba. Nous exigeons dans l'avenir que les gouvernements réfléchissent sur la lutte contre l'extrême pauvreté et le changement climatique, sans oublier lutter contre l'évasion fiscale. Quelles ont été les conclusions de cette rencontre pour que vous exigiez la mise en œuvre des différents points? Vous n'êtes pas sans savoir que du jour au lendemain que le bon Dieu est en train de faire
la pauvreté essaie d'augmenter dans les zones les plus touchées et la richesse qui devait aussi augmenter dans les zones les plus touchées est vraiment une contraste. Donc ce qui voulait nous dire que à la conférence, les chefs d'État et gouvernement qui ont participé ont bien évidemment réfléchi sur la lutte contre l'extrême pauvreté, puisqu'il est un peu aberrant de vivre à moins de $1 par jour dans des pays du Sud aujourd'hui que nous sommes. Donc tout ça a réuni les gouvernants à réfléchir sur ces points et surtout sur le changement climatique aussi, qui est un point vraiment très principal aujourd'hui parce que l'alternance des climats n'est plus visible comme de par le passé. Donc tous ces phénomènes ou tous ces aspects réunis sur lesquels les gouvernants ont vraiment apaisanti leurs discussions et leurs décisions nous fait vraiment leur inciter à mettre en pratique dans les brefs délais ces grandes décisions qui ont été prises à la conférence du financement pour le développement à Addis Abeba. Monsieur Alipoy, c'est vrai que Addis Abeba, c'est au total 85 pays qui se sont retrouvés ou dont les responsables, les dirigeants se sont retrouvés pour parler soit de l'injustice fiscale ou de la justice à donner aux pauvres ou encore les promesses d'aide et les dépenses publiques, entre autres. Mais s'agissant, par exemple, de l'injustice fiscale, que peut-on comprendre? Concernant l'injustice fiscale, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les pays du Sud que nous sommes, nous subissons plus les conséquences du changement climatique. Or, les grandes firmes industrielles ne sont pas assez représentatives dans nos pays du Sud. C'est les grandes puissances pollueurs qui devaient plus financer cette injustice dont nous parlons. Donc nous voulons dire aux grandes puissances qu'ils sont les plus grands pollueurs, donc ils n'ont qu'à être les plus grands payeurs. C'est ce que nous voulons dire par là. Oui, mais qu'est-ce que les chefs d'État ont dit sur ça? Ça, c'est ce que vous demandez. Mais puisque les chefs d'État en ont parlé, la conclusion de cette conférence sur le développement a prévu quoi à ce propos? Ce qui a été décidé de cette conférence à Addis Abeba, ils ont quand même su que la pauvreté n'a pas cessé d'augmenter du jour au lendemain. Et ils ont tenu leur engagement à lutter, à faire des projets de lutte contre la pauvreté. Concernant le changement climatique, par exemple, il nous a été révélé qu'en décembre prochain, il y aura une grande conférence à Paris qui réfléchira sur le changement climatique. Donc, c'est sur ça que nous voulons nous atteler pour les inciter, non seulement à prendre des accords ambitieux, mais à faire leur mise en œuvre. La résolution qui a été prise est d'abord qu'ils ont reconnu que dans le dit domaine, il y a eu vraiment des déphasages. Donc, ils reconnaissent renforcer les processus de financement, puisqu'ils nous ont aussi dit que le financement ne se trouve pas quelque part, qu'il faut aller prendre, qu'il faut mobiliser. Donc, ils nous ont parlé de la mobilisation du financement, qui vont aussi aller vers des lobbying et venir répondre. Ils ont beaucoup plus accentué leurs décisions ou leurs résolutions sur ces points-là, à ce que ces décisions qui sont prises ne soient pas vraiment ternies pour toujours. Le document final de la conférence sur le financement pour le développement et le programme Action d'Addis Abeba, comme vous l'appelez dans votre communiqué, a été publié le 15 juillet 2015. Et vous dites que bien que des progrès aient été réalisés, il y a encore des lacunes importantes qui devront être abordées pour s'assurer que les financements soient disponibles pour réaliser les ambitions. Que voulez-vous dire? Que lors de la conférence, les participants ou les représentants des pays ont néanmoins reconnu qu'il y a eu des avancées ou que tout le monde peut voir aussi. Et du coup, ils ont aussi vu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. En fin d'année prochaine ou dans le dernier trimestre de l'année, la conférence de Paris sur le changement climatique, COP21, abordera forcément ces sujets. Mais vous, que faites-vous dans cette dynamique? Qu'est-ce que Action 2015 fait du côté du Togo dans les préparatifs pour cette conférence? La rencontre qui aura lieu à Paris précisément en décembre prochain chez la COP21 parlera plus amplement sur le changement climatique. Principalement au Togo, Action 2015, nous sommes en plein travail aujourd'hui à mobiliser plus de population ou bien mobiliser plus de citoyens à suivre de près cette conférence ou à suivre de près les décisions qui se feront sortir de cette conférence. À notre niveau principalement, nous allons essayer de mobiliser les ressources humaines et à faire beaucoup de publicité sur cette conférence.